Madame la ministre, cher Michel, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, Monsieur le Président de l'Union nationale de l'UNCAS, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux, Monsieur le représentant de l'Association des départements de France, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, notamment Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour un moment important qui doit partir d'un constat d'abord. Notre société gagne du temps de vie et nous devons partir de ce constat heureux pour la réflexion qui est la nôtre. Le vieillissement est assurément l'un des grands chantiers que nous ayons à conduire. Mais notre société gagne du temps de vie et nous avons à relever le défi qui doit nous permettre de donner à chacun la possibilité de vivre ce temps nouveau de façon pleine, positive, de façon dynamique et engagée. Et nous avons à le faire d'une manière qui soit à la fois bienveillante, volontaire et exigeante. Exigeante parce que la transformation de notre société qui est à l'œuvre et qui est une transformation profonde appelle des réponses volontaires et exigeantes à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Cette avancée en âge, qui est une avancée en vie, nous la vivons tous au quotidien. Nous la vivons chez nos proches, autour de nos proches, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain, car nous serons tous appelés à accompagner quelqu'un de notre entourage qui avance dans la vie et avance confronté aux enthousiasmes, au dynamisme, aux projets que l'on continue à faire, quel que soit l'âge que l'on peut avoir, mais confronté aussi parfois à des difficultés plus ou moins importantes. Et c'est parce que cette avancée en âge constitue un défi absolument majeur que nous devons l'inscrire pleinement comme un enjeu collectif des politiques sociales que nous portons. Enjeu collectif. Et c'est ce que nous avons fait depuis 19 mois au gouvernement en conduisant des réformes importantes. D'abord, bien sûr, la réforme des retraites, engagée pour garantir le caractère solidaire de notre système de retraite et prendre enfin en compte la diversité des carrières et la pénibilité de certains métiers. Volonté encore de renforcer le cadre collectif dans lequel nous traitons l'avancée en âge, le vieillissement de notre population, avec l'annonce des principes de ce qui sera la stratégie nationale de santé et qui doit nous permettre de réorganiser notre système de santé autour de parcours de soins personnalisés, dédiés, prenant en compte la réalité des vies des personnes et en particulier des personnes âgées, puisque le parcours de soins a évidemment une réalité, une importance forte pour ce qui est des personnes âgées, plus que les autres porteuses de maladies chroniques. Et puis enfin, il y a, et c'est la troisième réforme que nous portons pour répondre à ce défi de l'âge, il y a l'exigence de reconnaître l'aspiration qui existe désormais dans notre pays, depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, qui est aspiration à l'autonomie. Et ce mot d'autonomie est un mot évidemment de porteur de beaucoup d'espoir, de beaucoup de belles perspectives. C'est vrai que l'on a eu tendance au cours des années passées à envisager la réforme de la dépendance. Ce n'est pas à vous qui êtes ici qui vous êtes battus pour que nous écartions ce mot de notre vocabulaire, et en particulier Michel Delaunay, mais nous l'avons fortement relayé. Ce n'est pas à vous donc que je vais expliquer la nécessité qu'il y a à mettre en avant cette idée positive de l'autonomie, car la volonté qui est la nôtre et qui est celle de ce projet de loi,
c'est évidemment de tirer les conséquences du vieillissement, faire en sorte que la perte d'autonomie qui accompagne progressivement l'avancée en âge, que cette perte d'autonomie vienne le plus tard possible et de la manière la plus apaisée, encadrée, limitée possible. Enjeu collectif, disais-je il y a un instant, puisque nous devons nous situer dans le cadre de la transformation, de l'adaptation de notre politique de protection sociale à cette réalité nouvelle qu'est le vieillissement de la population. Enjeu collectif aussi, car nous avons affirmé de manière forte et ferme la nécessité qu'il y avait à prendre en compte la perte de l'autonomie dans un cadre de solidarité, dans un cadre collectif. D'autres options étaient évidemment envisageables et d'autres options ont d'ailleurs été proposées par le passé, qui consistaient à accompagner nos concitoyens et à leur montrer la porte d'assurance privée destinée à les soutenir. Nous avons donc fait, au moment où les conséquences du vieillissement sont beaucoup assumées par les individus et principalement par les familles. Et quand on dit les individus et les familles, il faut dire que ce sont souvent des femmes qui prennent en charge les conjoints, les parents et qui sont donc pleinement engagés. À ce moment-là, donc, nous avons à affirmer nettement que c'est dans un cadre collectif et solidaire que nous voulons poursuivre la prise en charge de la perte éventuelle d'autonomie. D'où la référence à la grande avancée que constitua la création de l'allocation personnalisée d'autonomie, mise en place sous le gouvernement de Lionel Jospin par Paulette Guinchard, dont je salue la présence aujourd'hui parmi nous, qui fut un grand progrès pour les Français et dont nous voulons aujourd'hui prolonger le caractère universel. Dans le cadre de la politique que nous portons, je veux insister sur le fait qu'il s'agit, là comme dans d'autres domaines, d'affirmer un combat contre les inégalités, et en particulier contre les inégalités sociales. Car contrairement à ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, la perte d'autonomie et le risque de dépendance sont des risques qui ne frappent pas de manière égale l'ensemble de nos concitoyens. Nous ne sommes pas égaux face à ce risque de dépendance. Les Français, bien sûr, vieillissent différemment selon leur parcours de vie, selon qu'ils ont aussi ou non la chance d'être entourés par leurs proches. Et il y a quelques constats qui sont redoutables. Une personne de plus de 75 ans sur 4 n'a pas plus de 3 discussions par an avec un interlocuteur. Et évidemment, ce sont les personnes les plus modestes, les plus isolées par définition, les plus en précarité. Lorsque la fin de la vie professionnelle est synonyme d'isolement, lorsque la santé se dégrade, les risques sont au rendez-vous. Or, un Français sur 4 de plus de 60 ans a au moins 2 maladies chroniques. Mais ils sont 18% dans ce cas-là au sein des catégories aisées, le double dans les milieux les moins favorisés. Depuis près de 10 ans, la réforme de la perte d'autonomie a été annoncée à plusieurs reprises, reportée systématiquement, faute d'engagement ou de volonté politique. Cette réforme a fait l'objet de nombreux renoncements, de nombreuses tergiversations, alors même qu'il y a urgence, et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé la concertation à l'automne dernier. Notre rencontre d'aujourd'hui vient clore 2 mois de concertation, et ce n'est pas un hasard, Monsieur le Président, si elle se tient ici, au Palais d'Iéna, au siège du Conseil économique, social et environnemental, puisqu'il y a pour nous la volonté d'inscrire cet instant, cette restitution, dans le sillon tracé par le Président de la République, qui a souhaité marquer avec solennité le fait que les politiques sociales appelaient un engagement du corps social tout entier, une mobilisation de la collectivité et non seulement des élus et des interlocuteurs politiques. Un cycle de 2 mois se termine donc, au cours duquel nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, et je veux rendre hommage à l'engagement qui a été le vôtre, à vous tous, partenaires sociaux,
représentants du monde associatif, professionnels et élus, et au premier rang des élus, bien sûr, les conseils généraux, directement concernés par la mise en œuvre des politiques en direction des personnes âgées. 2 mois qui nous ont permis de prendre le temps de la réflexion, de l'affirmation, du dialogue avec la société civile et en particulier avec celles et ceux qui font vivre au quotidien notre secteur médico-social. Ces 2 mois ont été, je crois, une réussite et nous ont permis d'identifier les grandes orientations qui seront présentées dans le texte que nous vous soumettons avant sa présentation en Conseil des ministres et que donc, nous soumettons à l'examen du Conseil économique, social et environnemental. C'est un texte d'orientation qui comporte un engagement, un axe fort, celui du maintien à domicile le plus longtemps possible pour celles et ceux qui le souhaitent. Parce que c'est ce que souhaitent dans leur immense majorité nos concitoyens et que nous voulons entendre leurs demandes, non pas dans une opposition entre l'accueil en établissement et l'accueil à domicile, mais avec la volonté de prendre en considération l'expression de la liberté et des désirs des personnes âgées elles-mêmes. Anticiper, adapter, accompagner, ce sont les 3 piliers de cette loi, ce que Michel Delaunay a appelé de manière à la fois facétieuse et juste tout au long de cette concertation, notre triple A à nous, ce triptyque indispensable pour le succès d'une politique forte à destination des âgés. Anticiper d'abord. Anticiper, c'est développer une culture de l'autonomie tout au long de la vie. Comment? D'abord, bien sûr, en préparant le passage à la retraite et en organisant la fin de la carrière, en informant mieux et le plus tôt possible pour faciliter l'accès aux aides techniques, en repérant les risques pour mieux les prévenir. Ce réflexe préventif, qui est le premier pilier d'ailleurs de la stratégie nationale de santé que j'ai lancée, trouvera en la matière pleinement à s'exercer et à s'affirmer. Car l'enjeu est bien d'organiser une politique collective de la prévention, en mettant tous les acteurs autour de la même table. Et c'est ce que nous allons proposer dans un cadre financier, avec la création de la conférence des financeurs qui nous permettra de gagner en cohérence. Sur le plan individuel, ces conférences permettront concrètement à une personne âgée de réunir les financements nécessaires pour aménager son logement, notamment en faisant appel à la domotique. Et avec Michel Delaunay, nous avons pu, en accompagnant le Premier ministre ce matin à Angers, voir les résultats extrêmement forts de la mise en place de la domotique. Ces conférences auront aussi pour objectif de développer des actions déjà mises en œuvre, par exemple sur la nutrition ou les activités sportives. Ce sont 140 millions d'euros qui seront consacrés au volet prévention de la loi. L'adaptation ensuite, c'est-à-dire la facilitation du quotidien de nos aînés en prenant en compte le vieillissement dans toutes nos politiques publiques. Je pense par exemple à l'aménagement des logements. Nous en adapterons 80 000 d'ici 2017. Ce seront donc des espaces plus sûrs avec, par exemple, des chemins lumineux pour empêcher les chutes nocturnes, des salles de bain aménagées pour éviter de glisser. Tout cela peut paraître anecdotique, trivial même, mais on sait qu'il y va de la qualité de la vie et que la qualité de la vie au quotidien, elle est d'abord faite de toute cette série de petites choses qui ne sont pas si petites que cela et qui, tout simplement, permettent d'aller de l'avant. Notre action portera aussi sur la rénovation des foyers logements qui ont tant besoin d'un nouveau souffle et 40 millions d'euros seront mobilisés pour un plan exceptionnel d'aide à l'investissement. Faciliter le quotidien de nos aînés, les plus vulnérables bien sûr, comme les plus autonomes, c'est un engagement solidaire. Concrètement, nous allons adapter notre législation pour que les personnes âgées vulnérables puissent désigner un référent qui les protège, qui les aide à prendre des décisions qui veillent au respect de leurs droits, y compris en institution,
Et c'est un point qui tient tout à fait à cœur, et particulièrement à cœur, à Michel Delaunay, qui l'a beaucoup défendu, je veux le dire, car les institutions ne peuvent pas être des lieux où les droits s'amenuisent. Accompagner enfin, accompagner en donnant la priorité au maintien donc à domicile. Ce sont 1 200 000 Français qui bénéficient de l'APA et près de 60% à domicile. Il était devenu nécessaire de réformer ce dispositif important, en particulier pour les plus dépendants de nos concitoyens. On ne dira jamais assez la rupture qu'a représentée la mise en place de cette nouvelle allocation, qu'il s'agit non pas de reconsidérer ou de reconfigurer dans son principe, mais d'adapter à l'évolution des demandes de la population. Grâce à notre projet, les plafonds d'aide mensuels seront revalorisés pour tous les niveaux de dépendance, de 400 € en GIR 1 à 100 € en GIR 4. À chaque fois que les besoins des personnes âgées seront évalués, nous prendrons en compte l'ensemble de leur environnement, y compris la présence éventuelle de leur entourage familial. L'objectif est bien de revaloriser et de rendre plus accessible l'accès à l'APA. C'est bien la priorité du soutien à domicile qui domine dans cette première étape de la loi. En effet, la loi proposée est une loi d'orientation qui marque une dynamique globale, collective, qui fait toute leur place, bien entendu, aux établissements qui accueillent une partie de nos concitoyens les plus âgés. Pour des raisons de clarté et de soutenabilité financière, le choix a été fait de décliner cette loi d'orientation en 2 temps de législation opposable. Un premier temps qui est celui dont nous discuterons au Parlement cette année, qui est consacré au maintien à domicile, et un deuxième temps, l'accueil en établissement, qui fera l'objet d'une concertation dès les prochaines semaines pour une mise en place législative ultérieure. Le maintien à domicile, il appelle évidemment des engagements nouveaux. L'amélioration de l'aide, sans doute, et de ceux qui travaillent à domicile, en particulier en agissant sur les rémunérations pour les plus bas salaires et pour la formation des professionnels. Mais le maintien à domicile suppose aussi des actions fortes en direction des aidants. Ils sont plus de 4 millions aujourd'hui en France. Et nous devons les reconnaître pleinement pour ce qu'ils sont, acteurs de la société, pas simplement soutien de leur famille, acteurs de leur vie intime et personnelle, acteurs de la société. Et c'est à ce titre qu'ils méritent que nous leur apportions un soutien. Nous allons ainsi consacrer le principe de l'aide au répit qui permettra aux aidants de faire une pause, de souffler et de penser à eux de manière mieux encadrée, mieux accompagnée, mieux soutenue. Mesdames et messieurs, si nous voulons que cette politique d'adaptation de la société au vieillissement s'inscrive dans la durée, il nous faut être responsables sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que cette réforme soit clairement identifiée dans ses financements. Et ce sera le cas avec la mise à contribution de la bien nommée contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, qui est d'un rapport d'environ 650 millions d'euros et qui interviendra donc à partir de l'année prochaine. Ces mois de concertation ont illustré notre volonté commune d'avancer rapidement. Au moment où nous arrivons au terme de cette préparation et de cette élaboration, je veux dire que s'ouvre devant nous à la fois le temps de la discussion, bien sûr, au Parlement, mais s'ouvre aussi le temps de la mobilisation dans nos territoires. Et là, après la concertation, nous aurons à nouveau besoin de vous. Nous aurons besoin de vous car sans ce que vous êtes et ce que vous représentez, sans l'engagement des associations, des élus, des conseils généraux, de l'ensemble de nos partenaires, les mesures d'amélioration que nous proposons
ne trouveront pas le même écho et le même développement. Et je crois que nous pouvons aujourd'hui et pour l'avenir nous retrouver autour de cette belle exigence de mettre en œuvre toutes nos énergies, toutes nos forces au service de nos concitoyens les plus âgés dans chacun de nos territoires. Merci à vous. Mesdames les ministres, chère Marisol Touraine, cher Michel Delaunay, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Jean-Paul Delevoye, Madame la Présidente de la CNSA, chère Paulette Guinchard, Madame la Présidente de la Commission Affaires sociales du Sénat, ici présente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, avec une mention particulière pour ce qui me concerne, pour mes collègues, président de conseils généraux que j'ai vus dans la salle, Yves Daudigny, président du conseil général de l'Aisne, ou Jérôme Gage, président du conseil général de l'Essonne, mesdames et messieurs les représentants des fédérations et du monde associatif, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve toutes et tous 2 mois et demi à peine après le lancement de cette concertation au ministère des Affaires sociales par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Mesdames les ministres, vous l'avez voulu, vous l'avez fait, une consultation qui a été une vraie concertation intense, rapide, efficace. J'en profite pour vous remercier chaleureusement au nom du président de l'ADF, Claudie Le Breton, que je représente aujourd'hui, de nous avoir associés dès ce moment et dès ce matin d'ailleurs à cette grande journée consacrée à la place des personnes âgées dans notre société. J'ai remarqué d'ailleurs que la douceur angevine n'avait pas échaudé le Premier ministre dans sa détermination à lutter contre toute forme de fracture générationnelle. Je reprends l'expression qu'il a utilisée ce matin dans la conclusion de son propos. 2 mois et demi, disais-je à l'instant, c'est extrêmement court. Et pourtant, au prix d'une mobilisation sans faille, nous sommes parvenus, pour ce qui concerne l'État et les départements dans leurs relations, à des résultats extrêmement encourageants et qui seront, et c'est là l'essentiel, profitables concrètement à nos aînés lorsque la loi sera adoptée, après l'enrichissement naturellement du travail parlementaire qui suivra celui de la 3e Assemblée de la République, Monsieur le Président. Je veux donc saluer ici la méthode de travail mise en place par le gouvernement sur ce dossier, à l'image de ce que nous avions pu connaître sur un autre chantier aux masses financières encore plus lourdes. Je parle bien entendu du financement des allocations individuelles de solidarité. Le dispositif de concertation mis en place a permis aux 2 parties de cheminer progressivement vers un accord partagé. Nos collaborateurs, dont je salue l'investissement de chaque instant depuis le 29 novembre dernier, se sont ainsi réunis pour de longues et exigeantes séances de travail technique. Politiquement, notre comité de pilotage auquel vous participiez en personne, mesdames les ministres, s'est réuni 3 fois sur cette période, ce qui, lorsqu'on connaît la rigueur des agendas, leurs difficultés, n'était pas chose aisée, mais quand il y a une volonté, les agendas savent se plier. Dans ce cadre, les échanges furent respectueux du positionnement des uns et des autres et par conséquent exigeants. Il serait erroné de dire que ce processus fut un long fleuve tranquille, mais c'est sans doute le lot de toute discussion dont les enjeux sociaux et financiers sont importants. J'irai donc à l'essentiel. Quels sont, à l'issue de ce travail collectif, les motifs de satisfaction pour les départements? Tout d'abord, en matière de gouvernance, nous ne pouvons que nous satisfaire de l'attribution à un président de conseil général de la vice-présidence de la CNSA. Madame la Présidente, comptez sur nous. Nous souhaitons également que puisse être étudiée la possibilité d'une présence accrue des élus départementaux au Conseil de la CNSA. Une place significative nous sera également réservée au sein du Haut Conseil de l'âge. C'était bien entendu souhaitable. Au plan local, le chef de filât du département sera conforté au travers de la précision d'une mission d'animation et de coordination
avec l'ensemble des autres acteurs, notamment concernant la politique gérontologique. Ce renforcement de l'action des conseils généraux trouve logiquement toute sa place, mesdames et messieurs, dans la définition de leur vocation à devenir la collectivité de référence des solidarités humaines et territoriales que nous sommes en train d'élaborer avec le gouvernement dans le cadre du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, relancé, vous le savez, il y a quelques semaines par le président de la République en personne. En ce sens, la constitution des conseils départementaux de solidarité pour l'autonomie, en intégrant les CDCPH et les CODERPA, est une étape importante, Madame la Ministre. Rassembler dans un même lieu avec les départements les représentants de l'État, de l'ARS, les CCAS, les caisses et intervenants sectoriels permettra incontestablement de construire une vision consolidée des différentes interventions et des orientations de la politique de l'autonomie. Les départements, désireux d'avancer encore plus clairement dans l'intégration de ces dispositifs, pourront, sous la forme d'un label délivré par la CNSA, franchir le pas des maisons départementales de l'autonomie. Toutes ces évolutions, et j'insiste bien sur ce point, ne pourront se faire que dans le cadre d'une concertation partagée, le respect des partenaires, et notamment celui du monde du handicap et des personnes âgées. Des réponses adaptées à chaque territoire ne nuisent pas à la philosophie qui est inclue dans ce projet de loi. Au contraire, elles le rendent peut-être encore plus pertinent. Pour en finir avec le volet gouvernance, nous pensons à l'ADF qu'il est encore possible d'avancer sur la question des relations et des transferts de compétences et non de simples délégations avec notre partenaire de l'ARS. Mesdames et messieurs, chers amis, sur le volet financier, dans une logique de solidarité nationale qui vient d'être rappelée par Marisol Touraine, nous saluons bien entendu la mise en place localement d'une conférence des financeurs sous la présidence du département afin de coordonner l'ensemble des actions dédiées à la prévention, au forfait autonomie, à l'aide aux aidants. Cet outil sera extrêmement précieux pour consolider les dispositifs et crédits nouveaux avec les interventions déjà existantes. Nous avons bien noté, Mesdames les ministres, que la réforme serait intégralement financée par l'État et qu'une clause de revoyure annuelle serait initiée. Pardonnez-moi sur ce point d'insister sur le fait qu'il est indispensable de trouver collectivement un mécanisme garantissant à chaque département dans sa spécificité la mise en œuvre de la loi dans des conditions économiques sécurisées, maîtrisées. Je ne serai pas plus long sur ce point car je sais que vous avez bien à l'esprit nos demandes et vous vous employez techniquement mais surtout politiquement à les satisfaire. J'aimerais, après avoir rappelé brièvement les principaux changements positifs qu'introduira la réforme dans la gestion locale de ces politiques, souligner l'importance des nouvelles mesures qui viennent d'être détaillées par Marisol Touraine. 5 priorités, la réforme de l'APA à domicile, ce qu'on appellera peut-être l'acte 2 de l'APA, Madame Guinchard. Développement des aides techniques et de prévention dans les domiciles, l'aide aux aidants, le logement, le plan métier pour le secteur de l'aide à domicile. Permettez-moi d'insister sur ce dernier point. Même s'il y a des avancées prévues dans le projet de loi, je veux insister sur l'enjeu que représente la consolidation structurelle de ce secteur. D'ores et déjà, plusieurs départements sont engagés dans des expérimentations qui permettent de renforcer le cadre de gestion et des missions de ces services. Il faut aujourd'hui accélérer, amplifier le mouvement, et ce d'autant plus que ce secteur, nous le savons, est source d'emplois non délocalisables, qualifiés et pérenne. Dans une période où le président de la République veut, à juste titre, réduire de plusieurs dizaines de milliards d'euros la dette publique de l'État, il est donc tout à fait appréciable de constater que son gouvernement, et vous y êtes pour beaucoup, Mesdames les ministres, a réussi néanmoins à prioriser, à flécher plusieurs centaines de millions d'euros sur un enjeu aussi fondamental que l'adaptation de la société au vieillissement ou à la longévité de nos concitoyens. Responsabilité rime ici avec le mot de solidarité. Maintes fois reportée par les gouvernements précédents, cette réforme va enfin voir le jour. Certes, il y aura toujours des thuriféraires du « toujours plus », mais je crois que nous pouvons être collectivement fiers de cette première marche que représente ce projet de loi.
Il va donner aux collectivités, aux associations, aux familles des moyens supplémentaires pour affronter ce qui, dans les derniers mois de la vie d'un être humain, est toujours une épreuve. À nous d'en faire un levier de progrès, notamment en intégrant la dimension évoquée par Marisol Touraine de la double peine, être pauvre dans sa vie active, être en perte d'autonomie à l'âge de la retraite. Il fallait donc conclure, nous y sommes, cette phase de concertation pour passer désormais à une phase plus opérationnelle. Nous passons du virtuel à l'opératoire. La phase opérationnelle du parcours de ce projet de loi. C'est l'objet de cette rencontre, mesdames et messieurs, cet après-midi devant le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est donc, au-delà de nous qui sommes présents ici, une excellente nouvelle pour notre pays. Le parcours législatif de ce texte, débutant pour ainsi dire officiellement aujourd'hui, Monsieur le Président Delevoye, soyez assurés, Mesdames les ministres, que l'ADF, son président, son conseil d'administration, ses membres, jusqu'à l'adoption définitive de la loi, participeront activement et dans un esprit constructif responsable à l'élaboration de ce que l'on pourrait appeler une forme de nouveau contrat social entre la nation et ses citoyens âgés. Une réforme juste pour une société plus sûre, voilà le message d'espérance que vous nous adressez aujourd'hui, mesdames, et je vous en remercie au nom des départements de France. Mesdames les ministres, chère Marisol Touraine, chère Madame Delaunay, Monsieur le représentant de l'Association des départements de France, cher Monsieur Patrick Kanner, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, Mesdames et Messieurs les élus, permettez-moi, Mesdames les ministres, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique et social, mais aussi du président Mariotti, président de la Commission de l'aménagement du territoire, au CESE de M. Fondard, qui est absent, mais aussi en présence des deux rapporteurs, M. Daniel Prada et Monique Boutran, et d'un certain nombre de conseillers, de vous dire que nous vous avons déjà reçus, nous avons déjà anticipé et nous sommes prêts, évidemment, à répondre à l'implication de la société civile pour faire en sorte qu'effectivement, dans la méthode que vous évoquiez, il y ait une relation forte avec les parlementaires, et je vous remercie de votre présence, avec les territoires, mais qu'effectivement nous cherchions en même temps, sans nier la vérité quelquefois cruelle des chiffres, de reprendre ce qu'évoquait souvent, et ce qu'évoquent souvent ici, les conseillers. Il y a la problématique de la méthode. Nous avions dit au président de la République que nous ne sommes pas, enfin c'est une de mes théories, nous ne sommes pas en crise mais en métamorphose, que la culture de la France est plus celle du conflit que du dialogue. Or, on ne conduit le changement que dans le dialogue et pas dans le conflit. La deuxième chose, c'est que notre pays est aujourd'hui en souffrance parce qu'il a l'air de subir les évolutions plutôt que de les anticiper. Et je trouve que l'intelligence de votre projet, c'est de poser la question, et ça figure d'ailleurs, de l'adaptation. Nous avons, par souci de myopie, par souci généralement de refuser la réalité des faits, de gérer les problèmes en crise, en restructuration, en réparation. Or, nous savons que dans le monde entier, les trois sujets politiques les plus redoutables sont ceux posés par le vieillissement, par la compétitivité des territoires et par l'hétérogénéité, l'autre, l'étranger. Et nous voyons bien que notre société a basculé en très peu de temps d'une jeunesse puissante, ardente, avec des retraités faibles en nombre, avec une formidable volonté politique dans les années 60 de corriger la disparité entre la pauvreté des retraités
Et l'on a aujourd'hui en Europe le niveau moyen de revenus des retraités parmi les plus élevés, mais nous sommes aujourd'hui en crise avec une interrogation profonde du projet de société vers lequel nous allons. Madame Marisol Touraine, vous évoquiez effectivement le formidable profit de la médecine et de la technique. Nous gagnons du temps de vie. Mais nous avons un paradoxe cruel. Nous gagnons du temps de vie, mais est-ce que nous gagnons du bonheur de vivre? Et nous voyons bien que, paradoxalement, si l'allongement de la vie est un facteur d'allongement des souffrances, il peut y avoir des interrogations fortes et il peut y avoir ce que j'évoquais dans les vœux, ici au CESE, de retrouver cet esprit des années 30, quand la société ne sait plus où elle va, qu'elle est déboussolée, de voir émerger paradoxalement des conflits d'intérêts plutôt que des communautés d'intérêts. Et chacun, voulant préserver la survie de son confort, chercher des boucs émissaires. Et je trouve que ce qui est extrêmement important dans votre projet politique, ce n'est pas un projet compassionnel vers celles et ceux qui vieillissent. Ce n'est pas un projet d'intérêt budgétaire, financier. C'est un véritable projet de société qui renverse l'équation de dire qu'il n'y aura pas d'un côté les retraités qui sont un coût et les jeunes qui devront supporter ce coût. C'est un projet de société dans lequel nous avons rendu un avis dernièrement, ici même, hier, en présence de Louis Gallois. Nous devons inverser notre problématique et de nous indiquer qu'il faut mieux anticiper pour moins réparer et que l'investissement social est aujourd'hui à mettre au cœur de notre prospective de projet de société. Or, nous sommes toujours dans nos politiques sociales en termes d'indiquer un coût social par rapport à celles et ceux dont on cherche à réparer l'éviction économique, l'éviction par l'âge, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est comment chacun doit avoir sa place dans un projet collectif et d'avoir cette articulation entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, entre notre structure verticale et notre structure horizontale. Et nous devons trouver les justes points d'équilibre. Jusqu'où faire pousser la solidarité publique qui fait reculer la solidarité privée ou vice-versa. Et nous sommes dans un moment extrêmement intéressant parce que nous devons en même temps concilier les parcours individuels et ne plus gérer un individu mais un parcours. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, comment on met en place l'accompagnement et comment faire en sorte, vous évoquez la double peine, mais il y a aussi une double peine pour celui qui perd son autonomie. L'autonomie de la personne qui, parce qu'elle perd ses moyens, voit son autonomie diminuer, mais en même temps, celle qui prend en charge cette personne en termes d'aidant la voit aussi diminuer, parce qu'il y a une contrainte familiale. Et nous sommes au cœur d'un débat que je connaissais bien en tant que médiateur de la République, la protection des personnes vulnérables, et cette inversion culturelle, le vieillissement ou l'allongement de la vie, fait que paradoxalement, nous devons réfléchir à l'anticipation des ruptures. Quand on vit, on doit préparer sa mort. C'est quelque chose qui choque. Quand on vieillit, on doit préparer son Alzheimer ou sa perte d'autonomie. Quand on se marie, on doit préparer son divorce. Non, mais je le dis très naturellement, parce que, non pas parce que quand on prépare le pire, le meilleur ne peut qu'arriver. Or, votre rire ne m'étonne pas. Et pourtant, vous connaissez tous des situations familiales catastrophiques parce qu'on n'a pas préparé son testament, parce qu'on n'a pas préparé sa rupture, parce qu'on n'a pas préparé son logement. Et je peux vous dire que cet impact culturel est important. Je serais intéressé de voir dans les écoles d'architecture, Monsieur le Président Mariotti, quels sont les cours donnés à nos architectes pour adapter les logements à l'autonomie. Je serais intéressé par cela. Moi, je suis très frappé de voir l'avancée des architectes allemands, des architectes belges. Nous avons des architectes, j'ai un profond respect pour l'architecture française, mais qui dépend du ministère de la Culture et qui fait des choses extraordinaires. Quand vous êtes dans l'architecture belge et dans l'architecture allemande, votre maison est conçue pour le passage de votre chaise roulante, vos douches sont conçues pour que vous puissiez basculer,
votre domotique est intégrée, etc. Nous avons donc une inversion culturelle et une cause culturelle. Le deuxième élément, j'ai beaucoup apprécié, Madame la Ministre, la priorité affichée, je crois, cet après-midi par le Premier ministre, du maintien à domicile. C'est un vrai enjeu d'aménagement du territoire. C'est rendu possible par la domotique, la géolocalisation, la prévention, la médecine, etc., etc. C'est un vrai enjeu pour les conseils généraux. Je pense que d'ailleurs, ça va aussi avoir des réflexions à mener sur la fiscalité et les dépenses, l'adéquation, parce que sinon vous risquez d'avoir des ciseaux assez redoutables dans des départements qui verront augmenter de façon assez considérable les populations âgées et qui ne verront disparaître les activités économiques. Donc là, il y a un système de péréquation ou de solidarité. Je voudrais vous dire aussi que nous avons apprécié la concertation que vous avez menée. Cette maison est la maison du dialogue. Nos deux sections sont extrêmement préparées à vous accompagner dans l'anticipation, l'adaptation, avec peut-être un niveau d'impertinence qu'il faudra peut-être que nous vous aidions à avoir. Il y a des équations qu'il faut poser. Si on continue à imposer des normes qui consistent à fabriquer des maisons de retraite à plus de 2 200 € par mois, quand le niveau moyen des retraites est à 900 €, qui paye la différence? Et moi, j'aimerais bien réfléchir si on ne pourrait pas avoir des normes qui permettent de construire des établissements adaptés à la capacité contributive, etc., etc., etc. Or, nous voyons bien qu'aujourd'hui, on demande à la société de s'adapter aux normes et pas aux normes de s'adapter à la société. Et ce serait peut-être intéressant à réfléchir par rapport à cela. Enfin, dernier point, pour ne pas allonger trop le propos, nous voyons bien que dans l'étude que nous avons rendue au CESE, nous sommes dans un modèle de société nouveau. Les CDI n'arrivent qu'à 27 ans et demi. Que la problématique de l'autonomie frappe tant les jeunes, 30% des pauvres sont jeunes, qu'à l'isolement de la personne âgée. Et l'on voit bien qu'il y a probablement au-delà de la personne âgée, que j'aime pas beaucoup cette fracture. Nous devons être attentifs à ce que notre société est aujourd'hui dans une telle tension au bord de la rupture que nous voyons la limite entre le légal et l'illégal, entre le jeune et le moins jeune, entre l'actif et le chômeur, entre le bien portant et le malade. Que derrière, il y a possibilité de réapproprier par les citoyens. Et c'est pour ça que j'ai vu, je ne sais plus dans quelle intervention, que vous mettiez en place le financement de l'État, le financement par l'État. Je serais tenté de dire le financement par les citoyens. Et qu'au-delà des aspects budgétaires, nous affichions des principes qui ont déjà été affichés dans cette maison. Si on estime que la solidarité que l'on doit porter aux personnes qui perdent leur autonomie est une solidarité collective, que l'on soit milliardaire ou que l'on soit précaire, alors cette solidarité collective, c'est chacun et chacune d'entre nous qui doit se sentir concerné par l'accompagnement de la personne en difficulté et en perte d'autonomie. Et si chacun doit être concerné, il faut que nous réveillions les ressorts citoyens et non pas une structure de caractère étatique, car l'État n'a pas d'âme, il n'a que des intérêts, et c'est ici, dans la défense sur la perte d'autonomie, une cause qui transcende les peuples, plutôt que de les déchirer. Bonne continuation, bon travail dans nos commissions, merci de la confiance que vous nous faites, sachez que nous saurons nous en montrer dignes. Je voudrais remercier Madame Delaunay, ça m'a fait un bien fou de savoir que j'étais un happy boomer, en même temps que vous, nous sommes tous les deux de 47, on va fêter ça ensemble bientôt. Voilà. Mesdames les ministres, chère Paulette, chère Marisol, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les présidentes de commission des trois chambres, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Messieurs et les présidents de conseils généraux, vous tous qui avez accompagné cette loi jusqu'à maintenant et vous qui allez maintenant vous en saisir.
C'est bien, en effet, une nouvelle vie qui nous est donnée. C'est plus encore qu'un gain de vie, une troisième vie qui dure, et si nous nous souvenons du temps de vie du siècle, de l'espérance de vie du siècle passé, qui dure autant aujourd'hui, la vieillesse dure autant que la vie de Schubert ou de Mozart. Et c'est, ma foi, très réconfortant, parce que c'est bien d'une vie à accomplir qu'il s'agit, et non pas d'une vie à occuper. Et toute la complexité du chantier qui nous a été confié est bien celle-là. Et je veux vous confier quelques, d'abord, les éléments de la méthode qui nous a animés, mais aussi de ce qui, des fils rouges qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Nous avons décidé, et d'ailleurs c'est la méthode générale du gouvernement, de travailler dans la concertation, je dirais même plus, et ce fut le cas avec les conseils généraux particulièrement, dans la co-construction de cette loi. Et j'en remercie M. Kanner qui représente ces départements, pour aboutir à la concrétisation. Ces 3 mots n'ont pas été un vain mot. Plus de 80 réunions ont eu lieu de concertation pendant les 2 mois et demi, réunissant à peu près 500 personnes différentes, 1000 personnes, mais souvent quelques-unes ont été particulièrement fidèles à nos réunions. Et ces 2 mois et demi, reconnaissons-le, sont venus à la suite de presque 2 ans de rencontres bilatérales avec vous tous, présidents, directeurs de fédérations, d'associations avec lesquelles nous nous sommes fréquemment entretenus. Cette co-construction, cette concertation n'a pas été de pure forme. Et je voudrais, parce que je ne vais bien évidemment pas embrasser la totalité de la loi, vous en donner quelques exemples. L'un, en particulier, auquel vous avez donné la force de s'exprimer, c'est ce qui concerne notre plan métier, concernant les métiers de l'âge, et auquel nous consacrerons 25 millions. Dans ce plan métier figurent 2 mesures qui nous sont chères. C'est la revalorisation des petits salaires dont on connaît la faiblesse, en particulier au regard de l'engagement des équipes et des personnels dans le champ de l'âge et du grand âge. Et c'est aussi une exigence qui, là aussi, paraît triviale, mais qui est majeure quand on travaille entre 2 personnes, 2 habitations qui se situent quelquefois à 30 km l'une de l'autre, la prise en charge convenable des frais de transport des équipes. Vous avez aussi fait bouger les lignes en ce qui concerne, par exemple, les expérimentations des SPASAD, c'est-à-dire cette politique mariage pour tous entre les services d'aide à domicile et les services infirmiers qui vont progresser vers l'intégration des tâches qui est si indispensable à la fois à la revalorisation de ces métiers, mais aussi au gain de temps et au gain de lisibilité pour les personnes très âgées que nous accompagnons. C'est aussi le droit d'option prochainement pour les conseils généraux entre une tarification à l'heure et une tarification forfaitaire très probablement plus souple et finalement plus satisfaisante que l'autre, mais nous allons y aller progressivement et après une évaluation tout à fait sérieuse de ces 2 possibilités. Nous avons aussi mis en avant, à l'issue de cette concertation, des plans d'action et je pense particulièrement au plan médicaments piloté par Madame Touraine et au plan de prévention du suicide où nous sommes toutes les 2 très engagées. C'est aujourd'hui, et je dois le dire pour Marisol Touraine et pour moi-même, un moment particulièrement important, à la fois sur le plan concret, d'apporter un texte
devant une des chambres de notre République, mais aussi sur le plan symbolique, car c'est bien la remise de ce texte à la société civile, en face de ces commissions, des experts d'un champ ou de l'autre, que nous remettons le texte. Et comme l'a dit, je crois, Marisol, c'est vraiment en comptant très fortement sur vous, comme d'ailleurs sur les départements, pour ensuite porter ce sujet devant l'ensemble des Français, car la prise de conscience, le fait qu'ils s'emparent de cette question universelle est pour nous tout à fait essentiel. Je voudrais, bien sûr, je ne souhaite pas faire le catalogue de la loi qui est, je le crois, riche, mais vous montrer un des fils rouges qui a guidé notre main. Nous avons réfléchi et pensé que la République était jusqu'alors insuffisamment présente aux côtés des âgés. Quand un enfant naît, dans sa marche vers l'autonomie, il peut compter très fortement, et en plus de ses parents, à la présence de la République, l'école, qui est obligatoire et gratuite, bien évidemment, la PMI, la médecine scolaire, la certitude de trouver un établissement scolaire qui l'accueillera dans des conditions très convenables et permettant son développement. Pour la personne âgée, c'est-à-dire la personne au sortir de la vie professionnelle, la République n'a pas jusqu'alors les mêmes intentions. Cette personne âgée, sortant de la vie professionnelle, va perdre sa mutuelle et, reconnaissons-le, elle n'a pas la totale certitude de trouver, quand elle sera, si c'est le cas échéant, en perte d'autonomie, la main secourable de la République à toutes les étapes, pas la certitude de trouver à proximité un établissement qui lui apporte les soins nécessaires ou de pouvoir financer la part qui lui revient dans les aides qui l'accompagneront dans son domicile. Donc nous avons voulu essayer de rendre la présence de la République plus tangible. Et si vous me permettez, je vais évoquer quelques mesures au regard de cette optique. 3 mots que nous connaissons tous. Le premier est liberté. Eh bien, la liberté, je dois le dire, est sans doute le fil rouge le plus vigoureux de toute notre loi, qui est basé, fondé, appuyé sur la culture de l'autonomie. Et l'autonomie, qu'est-ce que c'est si ce n'est le piédestal qui mène à la liberté? Et tout au long, à toutes les étapes de notre loi, nous avons souhaité, qu'il s'agisse du domicile et de l'aide à domicile, qu'il s'agisse de toute autre mesure, que soit mise en avant la possibilité d'aider, de permettre à la personne de faire elle-même plutôt que de faire à sa place, même si pendant un temps, il faut l'aider à faire et lui réapprendre l'autonomie autant que faire se peut. Cette liberté, on a ce goût de la liberté qui est au demeurant, Monsieur le Président, celle des boomers que nous sommes et que quelques-uns d'autres sont dans cette salle, c'est-à-dire cette culture de l'émancipation qui a accompagné notre jeunesse, bien sûr, mais notre âge adulte également. Eh bien, nous la retrouvons, cette culture, dans le chapitre très important pour ma part des libertés et des droits des âgés. Ce sont bien sûr les mêmes que les droits de toute personne humaine, mais les conditions de vie des âgés peuvent n'être pas les mêmes que celles d'un adulte, dans sa vie professionnelle en particulier, et nous devons donc à la fois consolider et expliciter les droits des âgés au regard des circonstances qu'ils sont amenés à rencontrer. Ainsi, nous avons insisté sur la question des discriminations. Et j'ai saisi dès mon arrivée, en proposant qu'il y ait un défenseur des âgés, je parle librement entre nous, Monsieur le défenseur des droits, pour qu'il
pour qu'il porte lui-même cette question des discriminations par l'âge. Car finalement, derrière ces discriminations, c'est toute la place et le rôle des âgés qui est questionné et que nous voulons être égales. Nous naissons libres et égaux en droit. Eh bien, il est bien sûr question de vieillir de la même manière. Et ceux qui sont élus dans cette salle savent, parce qu'ils ont tenu des permanences, que les âgés viennent souvent les voir plutôt en se sentant coupables d'être âgés qu'en tant que sujet de droit. De la même manière, nous avons abordé la question extrêmement délicate des rapports entre la liberté d'aller et venir, qui nous est commune à tous, et la sécurité nécessaire quand on accueille un âgé en perte cognitive dans un établissement, mais aussi à son domicile. Nous avons questionné le problème, le point des processus de géolocalisation, vécus comme des atouts d'autonomie, et non pas, bien évidemment, comme des instruments de pénalité. Voilà quelques exemples où la liberté est vraiment en première ligne. Je dirais plus trivialement qu'il y a aussi un simple sujet où elle est en première ligne, c'est notre volonté à accompagner la mobilité des âgés. Mobilité dans leur ville, mobilité dans leur quartier, mobilité dans leurs déplacements. Et bien sûr, nous avons appelé avec mon collègue Frédéric Cuvillier ce chapitre, la Silver Mobilité. Vous en doutiez un peu. Deuxième volet, c'est celui de l'égalité, sujet majeur qui tient en matière de santé et comme d'autonomie particulièrement à cœur à Marisol Touraine. Réduire les inégalités que l'âge creuse. Quand on est pauvre, on est encore plus pauvre quand on est vieux, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'école de la deuxième chance, ne serait-ce que parce qu'on ne peut plus faire de petits boulots pour arranger les choses. Et donc, on est au fond du trou, sans avoir de moyens de s'en sortir. Donc, notre sujet, une de nos obsessions, est de réduire ces inégalités de telle manière que tout le monde puisse accéder aux atouts d'autonomie dont nous disposons aujourd'hui par chance et qui sont parallèles à la révolution de l'âge. Et je mettrai en avant le financement de l'accès aux aides techniques. Ce financement de l'accès aux aides techniques va permettre aux âgés les plus pauvres, aux très faibles revenus, de pouvoir solvabiliser des dispositifs d'assistance, mais aussi des dispositifs de domotique plus ou moins complets ou plus ou moins complexes, tels qu'ils sont expérimentés en ce moment dans certains départements. Et mon souhait est de pouvoir les modéliser pour qu'ils ne soient pas d'un coût trop prohibitif, et d'autre part, d'en financer l'accès aux personnes les plus vulnérables. Nous ferons parallèlement entrer la politique de l'âge dans le XXIe siècle. Nous avons vu avec Marisol Touraine, avec certains d'entre vous ce matin, à Angers, des dispositifs de domotique qui rendent la vie plus sûre et plus agréable à des personnes qui peuvent être en perte cognitive lourde. Et d'autre part, nous savons aussi que c'est un outil de prévention, puisque 40% des personnes qui ont plus de 80 ans, vous le savez, chutent dans l'année, et que 40% de ces personnes ne vont plus rentrer à domicile si la chute était importante ou si on avait tardé à la réparer, à remettre la personne en marche. Donc tous ces dispositifs sont tout à fait majeurs et nous voulons y mettre de l'égalité sociale. C'est bien sûr aussi l'acte 2 de l'APA. Et permettez-moi de rendre une fois encore hommage à Paulette, qui, quand je disais tout à l'heure que la République n'avait pas répondu assez tôt, assez suffisamment à la politique de l'âge, aux exigences et aux besoins de la politique de l'âge, a certainement été à l'origine de l'acte majeur depuis
la fin de la guerre, où, je vous le rappelle, l'espérance de vie était alors de 66 ans. Eh bien, l'acte 2 de l'APA, cela veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir donner plus d'heures aux personnes qui sont, nous appelons ça le plafond, au plafond de leur plan d'aide. C'est-à-dire que malgré leurs besoins importants, ils ne peuvent pas avoir plus d'un certain nombre d'heures dans la journée d'aide. Ça va pouvoir donner aussi des heures plus qualifiées, plus complètes par la professionnalisation, et enfin des heures plus accessibles financièrement en diminuant la part qui reste à la charge des âgés, de telle manière que nous évitions définitivement ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire des personnes âgées qui ont droit à un certain nombre d'heures, mais qui y renoncent parce que la part qui leur revient est trop importante. Ça, c'est un outil d'égalité sociale. Et puis, de l'égalité, tous les dispositifs de prévention sont de l'égalité sociale, parce que nous savons, et en particulier dans le domaine de la santé, que la prévention, l'information, l'accès à la prévention sont très inégalement répartis sur les classes sociales, et c'est bien une politique à la fois collective, et c'est là ce qui est en notre pouvoir, et individuelle qu'il faut que nous partagions tous, et que la stratégie nationale de santé, qui se développe parallèlement à la loi, mettra en place, puisque le défi démographique est un des piliers qui fait que nous devons revoir notre système de santé et le mettre à jour du défi de la longévité. Troisième volet, c'est la fraternité. Alors, je pense à quelques remarques qui m'ont été faites. Fraternité, ça n'est évidemment pas la fraternité du sang, ou seulement celle-là, même si ça l'est. C'est la fraternité au sens où Villon l'employait, vous vous souvenez. Frères humains qui, après nous, vivez. N'ayez le cœur contre nous trop endurci. Mais remarquons le « après nous, vivez ». C'est-à-dire que je pense qu'obscurément, il avait en tête les âgés qui préparent aussi les générations qui viennent après eux. Et dans ce domaine, je pense que notre action doit être très forte, et en tout cas, j'en attends beaucoup. Dans ce domaine de la fraternité, il y a bien sûr les aidants, qui sont une sorte de quintessence de ce que la solidarité interhumaine, l'amour, l'affection peut apporter à une personne vulnérable ou fragile. Et cela vous a été dit, nous apporterons, et c'est la première fois, un droit au répit, c'est-à-dire un droit lié spécifiquement à ces aidants, ce qui, au demeurant, leur reconnaît de fait un statut. Et nous valorisons ainsi leur action et leur engagement. Mais c'est aussi, et je veux le dire, la mobilisation Mona Lisa, c'est-à-dire déployer, mobilisation nationale contre l'isolement des âgés, déployer autour des âgés et grands âgés des relations sociales de proximité, d'amitié, qui les sortent de leur isolement qui est le premier facteur avec le sentiment d'inutilité, de déclin cognitif. Et je me transporte un peu, comme vous l'avez fait, Monsieur Delevoye, pour dire que ce qui paraît une charge, s'occuper des âgés, peut être au contraire un bénéfice. Et nous voulons absolument, car c'est jusqu'alors l'impensée politique majeure, travailler, favoriser, valoriser l'engagement, la place et le rôle des âgés dans la société. Vous savez qu'ils sont d'ores et déjà, en particulier par leur rôle dans les associations, la colonne vertébrale de notre cohésion sociale. Eh bien, nous voulons valoriser cela, nous voulons, si possible, le rendre encore plus fort et qualitatif, et nous créerons pour cela un volontariat civique senior qui marquera la reconnaissance républicaine
à l'engagement citoyen des âgés de première génération, si j'ose dire. Vous savez que maintenant, nous avons cette chance formidable que 2 générations se réunissent dans le champ de l'âge. Donc vous voyez, la République, ce sont à la fois des rendez-vous, ce sont ces 3 mots qui nous unissent tous dans toute leur force et dans toute leur présence, et dont Hugo disait liberté, égalité, fraternité, ces 3 marches qui nous amènent vers le perron suprême. Et peut-être bien que lui aussi, en écrivant cela, avait en pensée, consciente ou inconsciente, le chemin de l'âge qui nous amène vers le perron suprême. Vous voyez, c'est un moment important, un moment très fort. Je crois que nous changeons de société, vous le dites, Monsieur le Président, bien souvent. Ce n'est pas une crise, c'est une métamorphose. Et dans cette métamorphose, les âgés ont leur place, leur rôle, et veulent la construire avec tous les autres. Vous avez vu tout ce qui est dit sur la maison de retraite? Ma mamie, elle a dit que c'est super. Mon papy dit qu'il n'y a rien à faire. Ok, on va mener notre enquête. Qui est volontaire? Toi. Bonjour les enfants. Bonjour. Francis aime son petit déjeuner, n'aime pas être mal habillé. Vous vous renseignez? Pour ne rien vous cacher, on vient enquêter. Et pas d'ouvre-toi. Allez, on se donne à fond, allez, on se donne à fond. Et vous faites ça tous les matins? Tous les matins avec Julia. Marceline aime avancer, n'aime pas reculer. 99. Et 100. Si le sport c'est la santé, nous voulons tous gagner. Où allez-vous avec tout ça? Faire un fondant au chocolat. Gaston aime ramasser des pommes dans son panier, n'aime pas du tout repasser. Doucement sur le chocolat. C'est bientôt le repas. Comment font les résidents pour manger? On prépare des repas en texture adaptée. Attention, mesdames et messieurs, il est 13h30, changement d'équipe. Gants, complément nutritionnel, trousse medicale, transmission ciblée. Allez les filles, go! Captain aime se faire toiletter, n'aime pas compter. 2 plus 1. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Pour aller danser? Denise aime parler de son passé, n'aime pas avoir froid aux pieds. Allez, une personne est tombée! Soyez rassurés, je vais vous aider. Vous m'accompagnez à la guinguette? Ça a l'air chouette. Allô papy, c'est Daphné. On a passé une super journée. Tu devrais venir visiter et je t'accompagnerai. Bonne soirée, messieurs, dames. Bah, vous n'êtes pas encore au lit? Ah non, parce que j'ai des insomnies. Faut pas vous inquiéter, je vais m'en occuper. C'est loupé.